Alors j'ai entre 20 et 50 minutes pour vous présenter Scrum. On peut faire un peu toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, c'est parti. Tu me laisses 10 minutes d'avance? C'est parti. Alors, l'agilité, vous en avez certainement entendu parler. Alors avant de vous parler de Scrum, je vais vous parler quand même une petite introduction sur l'agilité. Il ne faut vraiment pas croire tout ce qu'on dit. On dit que l'agilité, on développe plus vite. Ah non, on ne développe pas plus vite. Un développeur, il ne développe pas plus vite parce qu'il fait de l'agilité. Par contre, il va développer plus rapidement la vraie valeur métier. Voilà, ce qui va permettre de se dire, effectivement, de livrer plus souvent, de livrer des choses plus intéressantes dès le début, et voire même des fois de laisser tomber certaines fonctionnalités dont on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin. L'agilité, ça donne pas forcément la réponse à comment développer mieux, mais en tout cas ça donne des frameworks, ça donne des outils qui permettent d'accentuer le rapport entre le client, le fournisseur, entre ce qu'on avait appelé le product owner et l'équipe projet. Et donc ça va améliorer quand même quelque part la qualité par l'échange, par l'humain. Voilà. Après, un grand atout de l'agilité, c'est qu'on peut mesurer notre productivité et on apprend à se connaître. Et finalement, on a un gros gain à ce niveau-là, c'est qu'on apprend à se connaître, on apprend à connaître notre force, nos forces, nos faiblesses, notre vélocité, notre rapidité de développement. Et donc après, on est plus pointu sur nos délais et tout ce qui va. Un constat d'échec, c'est là qu'est issue l'agilité dans le monde informatique. Vous avez les vieux, ce qu'on appelle le cycle en V, ce qu'on a tous fait il y a pas mal d'années. C'est pas moi qui le dis, c'est les sources Gartner qui disent que 70% des projets informatiques ne respectent pas le planning initial. Et, voilà. Et malheureusement, c'est très très mal. Et que malheureusement aussi, 30% n'aboutissent pas. L'objectif de l'agilité, j'y reviendrai tout à la fin de ma présentation, mais il est là. C'est que dans l'agilité, on va avoir une courbe de progression sur la valeur ajoutée de ce qu'on développe, qui va avoir à peu près cette forme-là. C'est-à-dire qu'au début, forcément, on est quand même obligé de passer par des étapes de design et autres. Donc on va être un peu plat. Après, on va tout de suite fournir beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de valeur métier. Et normalement, quand on arrive à 50% approximativement du temps qui était prévu à l'original, on a livré 80% de la valeur ajoutée. Et donc l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir livrer 100% de la valeur métier, parce que là, par contre, on peut exploser les délais. Le manifeste agile. Le manifeste agile, il dit quoi? Il dit qu'en agilité, on va s'appuyer beaucoup plus sur les personnes, sur l'humain, et l'interaction entre les personnes, plus que sur des process stricts et des outils qui nous bloquent dans des cases. On va s'appuyer plus sur un logiciel qui fonctionne que sur de la documentation. Alors attention, on parle ici de documentation sur des spécifications, pas la documentation au sens manuel utilisateur, ça c'est toujours indispensable. Cela dit, quand on livre un logiciel qui est ergonomiquement bien pensé, le manuel aussi se retrouve diminué. On va travailler beaucoup plus sur la collaboration avec le client plutôt que sur la négociation avec le client. Et on va s'adapter au changement. Et ça, c'est très important dans l'agilité, et c'est ce qui fait d'ailleurs blocage, on le verra plus tard, parce que forcément, quand on arrive dans une relation de client-fournisseur, on a un contrat, obligatoirement, sauf que le contrat, il faut essayer de le travailler autrement pour arriver dans une autre façon d'avoir un autre échange, un échange beaucoup plus humain, et pouvoir s'adapter à tous les changements possibles et imaginables. Finalement, l'agilité, c'est quoi? Eh ben, c'est ça. L'agilité, les trois piliers de l'agilité, c'est transparence, introspection, adaptation. Quand on fait de l'agilité, on est transparent dans tout ce qu'on fait. On est transparent entre nous, on est transparent avec le client. On a un problème technique, on le dit. On a un problème parce qu'on avait mal estimé quelque chose, on avait mal pensé la chose, on le dit. À partir du moment où on gagne en transparence, on est capable de faire de l'introspection, donc de se dire là où on a été mauvais, mais aussi là où on a été bon. Après, on s'adapte et tout le monde est gagnant. Pour vous parler de Scrum. Scrum, ça veut dire mêlée en rugby. Le symbole, il est très fort, c'est que c'est l'esprit d'équipe. Quand on est au rugby, quand on est dans la mêlée, on est tous là pour porter le ballon au même endroit, c'est-à-dire de l'autre côté de l'embut. Et ben dans Scrum, c'est pareil, dans l'agilité, c'est pareil. On est tous ensemble. On n'est plus dans ce vieux clivage
image qui est le client contre le fournisseur. Là, on est ensemble. Le client, il a besoin d'un produit. L'équipe est là pour fournir le produit. L'objectif de tous, c'est d'avoir ce produit. Donc on est vraiment dans cet esprit d'équipe. Et on veut tous aller au même endroit, avoir un beau produit. Scrum, c'est une méthode qui est à la fois itérative et incrémentale. Contrairement au vieux cycle en V. Et donc on va faire des itérations très rapides, entre 2 et 4 semaines, ça je vais revenir après. On est aussi dans la cohérence de la solution. C'est-à-dire que on est dans l'adaptation, on n'est pas là pour développer, se faire plaisir. Là je me mets du côté fournisseur, je me mets du côté développeur, on n'est pas là pour se faire plaisir et s'éclater à utiliser toutes les dernières technos, on est là pour avoir le rendu final qui correspond à ce qu'attend le métier. Et donc, j'en parle et j'en reparlerai toute la soirée, c'est vraiment le métier qui pilote. C'est pas les personnes qui développent qui savent ce que doit faire le logiciel, c'est le métier qui le sait. Et donc il faut remettre le métier au cœur du projet. Donc si je fais un petit point d'étape entre avant, après, avant on était dans des systèmes où vous aviez le métier qui rédigeait un cahier des charges. Ensuite on se mettait tous autour d'une table, on rédigeait un gros dossier de spécification, puis un dossier de conception. Alors le dossier de spécification, on faisait tous une signature en bas parce qu'on était tous contents d'avoir compris ce gros bouquin. Ensuite, on faisait la conception, ensuite on faisait la réalisation, puis ensuite on remontait dans notre V, dans notre fameux V, où après on faisait les tests, après on faisait la recette, et puis après, tiens, on revoyait notre client qu'on n'avait pas vu depuis 6 mois, et puis là, le client il fait « Ah ouais, mais non, en fait, c'est pas ça que je voulais. » Pourquoi c'est pas ça que je voulais? Parce que d'une part, quand on s'est mis tous autour de la table, qu'on a écrit sur le papier ce qu'on voulait, on n'a pas eu la même idée, on n'a pas eu la même image, on ne s'est pas fait le même chemin. L'autre truc qui peut arriver aussi, c'est qu'en 6 mois, ça change. Le besoin, il change. Le besoin, soit le besoin du métier, soit la techno peut changer, soit il y a des nouveautés, tout peut changer. Et ben, le problème aussi, c'est que quand on arrive en haut du V, quand on est dans un contexte client-fournisseur, et ben, on arrive au bout du bout, le fournisseur, il a déjà dépensé tous les jours qu'il avait prévu sur le projet. Le client, il a l'écro parce qu'en fait, ça fait 6 mois qu'il attend de voir quelques écrans sur son application, etc. Et puis là, on arrive dans le fameux constat d'échec, voire on revient sur le contrat, puis on dit ouais, mais vous aviez prévu ça, c'est pas ça que j'ai, c'est pas ça. L'objectif, c'est de sortir de cet effet tunnel par des itérations très courtes, de montrer beaucoup de choses, de montrer souvent, d'être très présent et d'augmenter la discussion entre le métier et les équipes qui créent. Donc Scrum en une page, ça donne ça. Donc on a 3 rôles. L'équipe, ceux qui font. Le Scrum Master, je vais m'arrêter un peu après sur ce que fait le Scrum Master. Le Product Owner, c'est la personne qui maîtrise le métier. Ensuite, dans Scrum, vous avez des outils. Pareil, je vais y revenir un peu après. Le principal outil, finalement, c'est le backlog. Le backlog, c'est là où on résume tout ce qu'il y a à faire. C'est une liste de user story, de cas d'utilisation. Et on a des meetings. Alors, ce qui est important, on parle de meeting, on ne parle pas de réunion. Pourquoi? Parce que on a typiquement français, on en parlait justement avec eux juste avant. On sait bien faire nous des réunions en France, des réunions qui durent 1 heure, 2 heures, etc. Non, là on parle de meeting. La majorité des entretiens, des rendez-vous qu'on va avoir vont être en stand-up, vont être debout. Alors, les meetings, pareil, j'y reviens un peu après, mais ils sont de 4, un au début, un pendant, un à la fin et un à la fin de la fin. J'y arrive. Les acteurs, ça va, je suis dans le timing? C'est encore 10 minutes. C'est vrai? Oh, mais c'est bon, je peux ralentir. Vous avez des questions? Les acteurs. Alors, je me suis permis de mettre entre parenthèses à la mode SS2I pour aller directement dans les débats. Scrum by the Book dit on a un product owner. Le product owner, c'est le propriétaire du produit. C'est lui qui sait ce qu'il veut. C'est lui qui sait ce qu'il veut, c'est lui qui connaît aussi son budget, forcément. C'est lui qui va pouvoir définir les priorités de telle ou telle fonctionnalité par rapport à une autre. C'est lui qui va aussi recevoir le produit
et valider la qualité de ce qu'il a reçu. Ensuite, quand on est en mode SS2I, on sait que, enfin en mode SS2I c'est un mot large, j'utilisais souvent ce mot-là, mais en fait quand on est dans un climat client-fournisseur, 10 minutes, parfait. Tu m'en remettras 10 s'il te plaît. Je vais avancer dessus. Quand on est dans un climat client-fournisseur, si le client il fait appel à une société tierce pour développer son logiciel, c'est que quelque part il n'a pas forcément le temps pour s'impliquer plus que ça dans son projet. Le product owner, quand on est dans Scrum by the Book, il est censé être dispo à 100%. Quand je dis à 100%, c'est pas tous les jours, toutes les heures. Il est censé pouvoir répondre efficacement, rapidement aux questions. Donc, moi j'aime bien mettre un proxy de product owner, quelqu'un qui représente le product owner, quelqu'un qui représente le métier, mais qui est dans l'équipe. Quelqu'un qui va avoir pour rôle de s'imprégner du métier, qui va être l'interlocuteur principal du client, et qui, au fur et à mesure, va apprendre et va être capable de répondre à, on va dire, un maximum de questions pour l'équipe, sans même faire appel au client. Ensuite, vous avez le Scrum Master. Alors, le Scrum Master, effectivement, le chef de mêlée, le capitaine, Zidane était un très bon Scrum Master. C'est le mec qui est là pour faire en sorte de mettre de l'huile dans les rouages. C'est lui qui est là pour faire en sorte que l'équipe soit 100% opérationnelle. C'est lui qui est là pour tirer l'équipe vers le haut. Alors attention, hein, c'est pas un chef de projet. Avant, on avait des chefs de projet, des gars qui étaient là pour dire toi, tu me feras telle fonctionnalité en tant de temps, et de toute façon, tu n'as pas le choix, et puis tu le feras dans cet ordre-là. Non, le Scrum Master, lui, il est vraiment là pour protéger l'équipe, pour faciliter la communication et résoudre tous les problèmes. Quand je dis résoudre tous les problèmes, c'est que dans votre équipe, vous avez un PC qui lâche, c'est le Scrum Master qui gère. L'équipe, il faut qu'elle reste opérationnelle. Il manque une compétence, il manque un architecte, il manque un, je sais pas moi, un gars qui est pointu sur l'Active Directory, etc. Et ben, c'est lui qui va le chercher. Voilà. Donc le Scrum Master, il est vraiment là, c'est le capitaine d'équipe, il se... je sais pas comment on s'est dit sur ce point. Au niveau de l'équipe, elle doit être constituée de toutes les compétences que vous allez avoir besoin durant le projet. Donc, des développeurs, des architectes, des spécialistes en base de données s'il y a de la base de données à faire, des designers, et tout ça. Rien n'empêche d'avoir une équipe et de faire appel ponctuellement à des experts pour pas non plus réserver ces experts-là pendant toute la période. Parce que j'y viens. La période, le sprint. Donc, comme je vous ai dit, Scrum, ce sont des itérations. Ce sont des itérations qu'on fait entre 2, 3, 4, 5 semaines maximum. Moi, personnellement, j'aime bien les itérations de 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Parce qu'en 2 semaines, on a le temps de faire suffisamment de choses pour que ce soit concret. Mais on a aussi un temps suffisamment court pour ne pas se planter sur ce qu'on s'engage à livrer. Et donc, quand vous allez partir dans votre sprint, avant de partir dans votre sprint, vous allez faire la fameuse réunion meeting de planning de sprint. Donc en fait, quand vous allez faire votre planning de sprint, vous allez avoir le product owner qui va venir, qui va dire ben voilà, moi j'ai besoin de tout ça. J'ai créé mon product backlog que vous pouvez voir ici, qui est très très simple. Donc j'ai besoin de toutes ces fonctionnalités-là et je les ai classées par priorité. Et c'est à ce moment-là que l'équipe va indiquer le temps, la complexité. Après, on peut parler dans plein de langages. Mais c'est à ce moment-là où l'équipe va dire, ben voilà, nous, cette fonctionnalité-là, il faut tant de complexité. Enfin, c'est la complexité de temps, il va nous falloir tant de temps pour la faire. Et donc, on va compléter au fur et à mesure le backlog, mais c'est bien l'équipe qui se charge de ça. C'est pas le chef de projet, il n'y a plus de chef de projet. C'est pas le chef de projet qui va dire, il faut tant de temps pour faire telle ou telle chose. Et donc, du coup, l'équipe va pouvoir s'engager. Et c'est à ce moment-là où on va dire, bah voilà, si mon sprint est de 2 semaines, on va descendre, on va prendre les 3 premières fonctionnalités. Et on s'engage. On s'engage pour vous livrer ça en 2 semaines. Ensuite, on part dans le sprint. Quand on est dans le sprint, vous avez la réunion qui est finalement la plus importante, celle où à chaque fois on se dit, c'est pas possible, chez nous ça s'appliquera pas. Eh bien si, ça s'applique chez tout le monde. Le petit daily meeting, c'est une réunion qui doit avoir lieu tous les jours.
C'est important, parce que si on ne la fait pas tous les jours, ça ne tient plus en un quart d'heure. Parce que ça ne doit pas durer plus d'un quart d'heure. Parce que si ça dure plus d'un quart d'heure, ça veut dire que d'une part on n'est pas assez efficace, mais surtout que ça prend trop de temps sur la journée de travail. Et donc du coup, c'est une réunion où, c'est un meeting, où tout le monde doit répondre à 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je vais faire demain? Ou aujourd'hui, en l'occurrence. Et est-ce que j'ai des problèmes? Attention, ce n'est pas un meeting où on commence à résoudre les problèmes. C'est bien un meeting où on annonce les problèmes, on les résout après. Si on répond juste à ça, normalement un quart d'heure ça suffit. C'est ici qu'il y a un gros gain en termes d'efficacité, c'est que tout le monde est au courant de ce que tout le monde fait. Du coup, si vous avez un jour un absent dans l'équipe, les autres peuvent prendre le relais. Si vous avez un problème technique, les autres, tout de suite, ça peut leur dire « Ah, mais attends, j'ai déjà rencontré ce problème-là, on en parle après ». Donc ici, on a énormément d'efficacité, de gain en efficacité. Donc ça, c'est à faire tous les jours. Le Scrum Master, il est là. Vous avez vu, il est là, pardon. Il y a le Product Owner qui peut être invité aussi. Le Scrum Master, il est un peu à l'écart. Pourquoi? Parce que lui, il est là pour écouter. Il est là pour écouter, pour éventuellement rediriger, pour éventuellement écourter. Mais il n'est pas là pour donner des ordres ou quoi que ce soit. Et le Product Owner, il est là. Il est invité. Il n'est pas obligé de venir tous les jours. L'avantage, c'est qu'il peut peut-être répondre à quelques questions et à quelques problèmes en direct live. Ensuite, vous avez la revue de sprint. La revue de sprint, c'est quoi? C'est la livraison, finalement. Sauf que, dans Scrum, c'est l'équipe qui fait la revue de sprint. C'est l'équipe qui présente au Product Owner, au client, ce qu'il a fait. Au moins, l'équipe peut récupérer tout de suite à la fois les retours, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais aussi l'équipe, ça apporte énormément de gratitude par rapport de pouvoir montrer ce qu'on a fait. On n'est plus dans le modèle où c'est le chef de projet qui va tout seul en comité de pilotage et qui présente le produit et qui, quand ça s'est super bien passé, bah, on lui dit ouais, c'est bien, vous êtes très fort. Puis quand ça s'est mal passé, bah, c'est pas bien, il se prend quelques claques. Alors là, c'est l'équipe, c'est en direct. Et là, on a des effets aussi positifs sur l'ambiance au niveau de l'équipe. Et ensuite, la rétrospective. Donc la rétrospective, c'est celle que je vous ai dit qui est à la fin de la fin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini le sprint, on se réunit tous, et la rétrospective, on se dit, on est dans l'introspection. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qu'on doit adapter? Moi, je vais vous prendre un exemple tout simple que j'ai vécu. On avait mis le Daily Scrum à 9 h du matin dans mon équipe. Et bien, pas de bol, on ne pouvait jamais le faire à 9 h parce qu'il y a un gars, il n'était jamais là à 9 h. Il arrivait toujours à 9 h 05 et la première chose qu'il faisait, c'était prendre son café et aller fumer sa cigarette. Première rétrospective, tout le monde a dit attends, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on trouve une solution. Bah, on a juste décalé la réunion. C'est un exemple tout bête, mais c'est des petites choses que si on ne fait pas tout ça, si on ne se parle pas, si on ne remet pas l'humain et la communication au centre de tout ça, et ben on se le dira jamais peut-être. Alors que là, on avance et on résout. 2 outils. Le Product Backlog. Le Product Backlog, ça doit être un outil très très simple. C'est un outil, alors vous avez dû souvent voir, très simple. Il est accessible, mais on peut vite faire des choses très compliquées. On peut vite faire des choses très compliquées. Les post-it, je pense que vous avez tous vu des post-it. Il y en a de plus en plus maintenant, on met des post-it partout. D'ailleurs, des fois on dit on fait de l'agilité, on met des post-it, mais en fait les post-it ils ne servent pas du tout pour faire de l'agilité. Eh ben, c'est le meilleur modèle. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir à la fois les post-it, mais pas les post-it en eux-mêmes, mais avoir un visuel. L'avantage des post-it, c'est quoi? C'est d'avoir un tableau, vous rentrez dans le bureau, ah ouais, bah vous avez tout de suite une photo de ce qui s'est passé. Vous avez tout de suite une photo de là où on est l'équipe, de là où on est le projet, de ce qui se passe. Maintenant, les post-it, c'est dangereux parce que la femme de ménage, quand elle passe avec son aspirateur, hop, un petit coup, et puis il n'y a plus de post-it. Donc c'est quand même bien d'avoir un outil. Des outils, si vous voulez des exemples, je pourrais vous en donner à l'appel. Là, en l'occurrence, c'est Jira. L'avantage d'avoir des outils, c'est que ça vous calcule tout automatiquement aussi, hein, les temps du reste à faire, etc., les estimatifs et tout ça. Voilà. Donc le backlog, c'est, on va dire, l'outil central. Mais c'est un outil qui est normalement piloté par le Product Owner. C'est le Product Owner qui est à l'entrée, qui définit les user stories et qui définit les priorités.
Et ensuite, l'équipe est là pour consommer, pour venir chercher les cartes, dire je prends une carte, je suis en train de la développer, j'ai fini. Ensuite, on a un autre outil, qui est Burn Down Chart, qui est en fait l'outil qui permet de mesurer la vélocité. Je vous ai expliqué au début qu'en agilité, un des points forts, nickel. Encore 10? Encore 10, et ce sera 10. Même pas, 5 à mon avis. Le burn down, c'est donc, je vous disais, c'est le calcul de la vélocité. L'intérêt de l'agilité, c'est de savoir comment on travaille, à quelle vitesse on travaille, et d'apprendre de nous-mêmes. En fait, le burn down, vous avez la charge de travail, souvent communément en charge pure, mais ça peut être aussi de la complexité, ça peut être des points de fonctionnalité, ça peut être plein de choses. Et vous avez le temps de développement prévu. Vous avez un sprint. La ligne bleue, c'est la ligne de vélocité idéale. Normalement, on est censé être à la fin de notre sprint, on est censé avoir fait résolu toutes les user stories. Et ensuite, vous avez votre vélocité qui avance tous les jours. L'avantage de l'avoir en visuel de cette façon, c'est que quand vous êtes en dessous de votre vélocité idéale, c'est-à-dire que vous êtes en avance. Être en avance, de le savoir, c'est un intérêt. C'est que notre force de l'agilité, c'est de pouvoir pousser, je vous l'ai dit, à tirer l'équipe vers le haut. Quand vous êtes en dessous de la vélocité idéale, c'est-à-dire que vous avez le temps pour vous attarder sur de l'apprentissage. Typiquement, vous avez une tâche à faire qui est du pur SQL. Vous avez un gars qui connaît un peu SQL, mais ce n'est pas l'expert SQL. Si vous êtes en dessous, il peut se permettre lui de prendre la tâche qui est sur du SQL. Parce que on a le temps et lui va apprendre. Si vous êtes au-dessus, bah là par contre il faut sortir les lances d'incendie, etc. Et puis on se bouge les fesses et puis on y va. Donc ça c'est le deuxième outil, c'est les deux. Alors, ça c'est le petit paragraphe qui est en complément de l'agilité, c'est que une usine de production c'est quand même vachement. Mais ça je vous en parlerai un autre jour. Bah toi j'ai quasiment fini. Ça c'est un exemple d'Agile Board, de Scrum Board en l'occurrence celui-là. Alors, le Scrum Board, les post-it, celui-là c'était le nôtre, celui de mon équipe. Les fameux post-it, une colonne à faire, en cours, fait, interdiction. Nous on s'était mis des petits joueurs de foot là, aimantés. Interdiction d'avoir plus d'un post-it par personne, parce que ça je l'ai vu aussi. J'ai une tâche, je suis bloqué. Ah, bah, j'en prends une autre. Non, non. La tâche dans la colonne en cours, on ne peut pas être sur deux tâches. Humainement, c'est pas possible. On ne peut pas être sur deux tâches en même temps. Donc la tâche, soit elle est finie, elle part dans fait, soit elle repart dans à faire, parce qu'il manque une définition, il manque quelque chose, soit elle part dans la case problème, parce qu'elle est bloquée. Voilà. Et je finirai sur la fameuse valeur ajoutée, dont je vous ai parlé au début. Tout à l'heure, je vous ai présenté une belle courbe. Là, je vous le présente d'une autre façon. Quand on est dans le cycle classique, les fameux cycles en V, vous avez toutes les étapes. Vous faites l'analyse, la conception, le développement, les tests. Et c'est seulement après les tests que vous livrez toute la valeur ajoutée. Quand on est dans Scrum, on fait des sprints. On peut inclure les sprints dans des releases. Parce que souvent, les premiers sprints, même si à chaque sprint, on livre quelque chose qui marche, ça peut être une piste graphique, ça peut être un script SQL, ça peut être, voilà. Mais ils n'ont pas forcément de la valeur ajoutée en tant que telle. Donc on les inclut dans des releases. Et en fait, on livre les valeurs ajoutées dans chaque release. Et donc, normalement, quand on arrive là, tout le monde est foutu. Voilà.